Rav Shmuel Azimov arriva à Paris à la demande du Rabbi en 1968. Fondateur du Beth Lubavitch, il œuvra au développement spirituel de toute la communauté. 50 ans plus tard, on constate l'étendue de ce qui a été accompli. La transformation qu'il suscita est visible par tous. Ceux qui l'ont rencontré en ont été marqués. Celui que beaucoup appelaient Rav Moulé a quitté ce monde en 2014 à l'âge de 69 ans, laissant une empreinte indélébile. Aujourd'hui, quelques-uns de ses élèves partagent avec nous un peu de leurs souvenirs. Je dois préciser préalablement que mes parents et ma famille donc habitaient à Marseille et que nous avons eu cette chance extraordinaire de connaître le rabbin Moshe Lechiani à Marseille, qui a reçu en 1971 un groupe d'étudiants de la yeshiva de Brunoy qui sont venus, à l'époque, c'était aux alentours du mois de mai, faire une visite des communautés, et donc ils sont arrivés à Marseille. Et c'est donc en 71 que j'ai connu le Rav Azimov lorsqu'il est venu rendre visite au séminaire à Brunoy, et qu'il a appris que je venais de Marseille, et donc on a très peu échangé, et je me souviens qu'il demandait à tous les gens qui étaient donc au séminaire, qui étaient à Brunoy. Brunoy, il fallait prendre le train pour aller à Paris, donc ils étaient un petit peu en retrait, si on peut dire, par rapport à l'activité de la vie parisienne, s'ils avaient besoin de quelque chose. Et je me souviens que tout le monde avait besoin de quelque chose. Alors l'un c'était un livre, l'autre c'était un goûter quelconque. Et je découvrais la chassidoute, et j'ai dit que si c'était possible, j'aurais voulu un Tanya. Et j'ai été extrêmement surpris de voir que la fois suivante, lorsque Rav Azimov est revenu au bout de quelques jours au séminaire, il n'avait rien oublié. Et j'ai eu un Tanya que j'ai gardé, que j'ai amené à Marseille avec moi, sur lequel j'ai beaucoup étudié, et qui a été pour moi le premier contact en même temps avec la chassidoute et en même temps avec le Rav Azimov. Je crois que ma première rencontre avec le Rav Azimov a été extrêmement simple, mais tellement impressionnante. À l'époque, le Rav Azimov était arrivé depuis peu de temps en France, alors même si lui-même avait vécu en France, mais il avait vécu essentiellement dans un milieu qui parlait yiddish, et donc il parlait un français très réduit et avec un énorme accent yiddish-russe. La première fois que je l'ai vu, il était venu présenter ce qu'est le chassidisme, ce qu'est le mouvement Lubavitch, devant des jeunes dont je faisais partie, et des jeunes juifs. Et ensuite, ça avait été la période des questions. Et je me souviens encore qu'à ce moment-là, je lui ai posé une question qui aujourd'hui me semble extrêmement classique. C'était une question à laquelle d'ailleurs la chassidoute répond très facilement, qui est comment peut-on dire que Dieu sait tout et qu'en même temps on soit libre, qu'on possède complètement le libre arbitre. Mais à l'époque, j'étais un jeune intellectuel, et donc je l'ai posé dans un français si compliqué qu'il n'a rien compris et qu'il est resté un petit peu perdu devant ma question. Mais malgré tout, il a trouvé les éléments de la réponse. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'ensuite j'ai eu envie, lorsqu'il a proposé qu'on aille chez lui pour étudier, puisqu'à cette époque-là il n'y avait pas d'endroit véritablement, de centre Lubavitch pour se rendre étudier quelque part, eh bien on allait chez lui à son domicile privé. Et je m'y suis rendu, j'y suis retourné chaque semaine. Et ce qui était justement impressionnant, c'était cette capacité à répondre au-delà de l'obstacle du langage, cette sincérité qu'il y avait dans chaque chose qu'il enseignait. Rav Azimov est arrivé à Paris en mai 68, au moment des événements célèbres qui sont arrivés en France à cette époque. Et en janvier 69, il a organisé sa première grande réunion publique à l'occasion de Yud Shvat, l'anniversaire de la Istalkut, le décès du rabbi précédent, et en même temps de l'avènement de la Nessiout, de la présidence du rabbi. Et donc il a organisé cette fête à l'hôtel moderne, place de la République, et j'ai été invité à venir à cette fête par mon frère aîné Yosef. Et c'est à cette occasion
que j'ai connu le Rav Asimov. J'avais à l'époque tout juste 14 ans. Et j'ai été invité par un membre du groupe, en l'occurrence Reb Daniel Amram, qui m'a invité pour Shabbat. Il était jeune homme. Et j'ai passé mon premier Shabbat dans cette atmosphère fantastique, authentique du mouvement Lubavitch. Ce Shabbat a été le premier d'une longue série ininterrompue de Shabbatot passés dans le mouvement Lubavitch. Rav Asimov était une personnalité très attachante. Rétroactivement, ce qui m'a marqué le plus, c'est son sens aigu de la responsabilité, au plan communautaire, au plan spirituel, au plan familial. Un homme qui pensait pour les autres, dans l'intérêt de la communauté, avec un dévouement évidemment inconditionnel aux enseignements du Rabbi. Et je rajouterais que la qualité la plus attachante de Rav Asimov était sa simplicité en regard de son intelligence supérieure. Rav Asimov était un véritable chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui est pétri dans Avat Israël, dans l'amour du prochain et dans le Messirut Nefesh, dans l'abnégation pour autrui. Et cette abnégation était due au peu d'importance qu'il accordait à sa propre personne, ce qui faisait de lui quelqu'un d'extrêmement humble et en même temps également d'extrêmement soumis, attaché au Rabbi. Volontaire. Visionnaire. L'abnégation pour autrui. À cette époque, le Rav Asimov habitait dans un appartement très modeste, qu'il a quitté ensuite parce que, bien des années plus tard, parce que l'immeuble a été détruit, mais c'était véritablement un immeuble populaire avec, comme je le disais, un appartement très modeste. Et cet appartement avait la particularité d'avoir une porte qui tenait à peine. Et quand je dis qu'elle tenait à peine, c'est que quand on se rendait chez lui le Shabbat, il ne fallait pas frapper trop fort sur la porte parce qu'elle s'ouvrait. Et alors, sur l'insistance de son épouse, Madame Asimov, il avait fini par poser un verrou, un de ces verrous très simples qu'on met sur les portes, souvent à l'intérieur de l'appartement d'ailleurs, parce que ça ne ferme pas véritablement, mais un verrou quand même. Et donc là, si on peut faire une estimation, on dira qu'il fallait sans doute donner un coup de pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre sans clé. Mais c'était déjà en progrès. Et comme sa femme insistait pour que la porte soit un peu plus verrouillée, parce que malgré tout, on est en plein Paris, et puis que c'est pas très rassurant. Alors le Rav Asimov lui a répondu de cette manière extraordinaire. Mais est-ce que tu n'as pas confiance en Dieu? C'est lui qui nous protège. Et la porte est toujours restée comme ça. Une anecdote qui montre le souci qu'il avait de chacun, l'amour qu'il avait pour chacun. On avait un garçon qui s'était rapproché du mouvement Chabad, du groupe, et qui malheureusement avait un peu faibli. Il était parti en Eretz Israël, il avait atterri dans un kibbutz. Et Rav Moulay s'est préoccupé d'envoyer un jeune homme qui étudiait à Kfar Chabad jusque dans son kibbutz pour essayer de le rapprocher. Alors ce jeune homme a pris un Rav de Kfar Chabad avec lui et ils ont été en voiture relativement loin pour le retrouver dans ce kibbutz. Ils ont parlé avec lui toute la nuit et en fin de compte, ils ont réussi à le ramener à Kfar Chabad, à le rattacher au groupe. Et ce garçon est devenu un père de famille qui a maintenant des enfants et des petits-enfants dans le mouvement Lubavitch. Une anecdote personnelle qui m'avait particulièrement touché, ainsi que ma famille, c'est que
Rav Asimov était quelqu'un qui aimait la vie et qui avait une joie, qui était pénétré d'une joie chassidique, mais en même temps d'un optimisme et d'une joie de vivre tout simplement humaine. Et je me souviens qu'à mon mariage, dans la joie de la fête, lorsque nous sommes arrivés vers la fin de la fête et que tout le monde avait beaucoup dansé et que la joie avait battu son plein, il y avait un bouquet de fleurs qui traînait sur la table, qui était débarrassé. C'était les tables en bois qui restaient après le mariage. Et pour s'amuser, en même temps pour réjouir tout le monde, il a commencé à prendre une fleur, il l'a mise sur son chapeau, et puis ensuite il a pris une deuxième fleur, il l'a mise sur le chapeau du deuxième qui était à côté de lui et de tout le monde. Alors moi aussi j'ai voulu avoir une fleur sur mon chapeau, mais il a dit non, le khatan c'est très sérieux. Par contre, pour lui, c'était une occasion de partager la joie extrêmement sympathique. Le nom de groupe donné aux élèves de Rav Asimov a véritablement représenté quelque chose depuis la naissance du Beth Lubavitch à Paris. Le Beth Lubavitch à l'époque portait un nom plus simple, il s'appelait Jeunesse Lubavitch, ce qui correspondait d'ailleurs à l'âge de ses membres. Et ceci avait fini par constituer une vraie famille, un groupe uni. Nous avions alors les mêmes idéaux, nous désirions la même chose, cette espèce de vision que nous avait transmise le Rav Asimov. Nous étions capables de changer les choses. N'oublions pas qu'à l'époque, Paris n'était pas la ville que l'on connaît aujourd'hui du point de vue juif. Il n'y avait rien, il n'y avait pas véritablement de communauté très organisée, même s'il y avait déjà beaucoup de juifs. Les commerces cachers ne s'étaient pas encore multipliés. Le secteur religieux de la population juive ne s'était pas construit. Il fallait tout faire. Je me souviens du temps où lorsqu'on marchait dans les rues de Paris, avec un chapeau et une barbe, on sentait le regard des gens sur notre dos qui nous suivaient littéralement. Même pas par antisémitisme, simplement par surprise. Cette espèce de martien venu d'une autre planète. Alors, il fallait cette solidarité. Cette volonté d'agir ensemble, cette préoccupation de l'autre, nous nous considérions d'une certaine manière un petit peu comme des frères. Et cela d'ailleurs le rabbi lui-même l'a consacré quand il a parlé, en employant lui-même le mot, quand il a parlé du groupe. Chacun savait où il allait, chacun savait qu'il avait un rôle, et tout le monde faisait partie de cet espoir immense, de cette vision qui allait changer le pays dans lequel nous vivions. Le groupe désigne cette famille que le Rav Asimov a réussi à former. Une famille dont nous étions tous les enfants, les frères, et dont il était le père. Cette unité, cette sollicitude que chacun avait pour les autres est merveilleusement bien désignée par ce terme groupe. J'ai intégré le groupe un peu plus tard, puisque vivant à Marseille, jusqu'à mon mariage, j'étais extrêmement sensible aux enseignements du Rav Asimov à distance. J'ai d'ailleurs conservé des lettres que m'écrivaient des amis comme Gary Cohen, comme Chaim Meloul, comme Eliezer Arnov, qui m'écrivaient les Farbringen que Moulet faisait, et donc je ne pouvais pas y assister, j'étais à Marseille. Mais je sentais déjà ce qui était l'esprit du groupe, et que je crois être une facette d'une éducation complète que Rav Asimov a tenté de faire auprès de chacun d'entre nous, sans exception. Je pense que c'est la définition du groupe et que c'est quelque chose d'unique, un peu comme Rav Asimov qui avait aussi des qualités qui étaient uniques et qui a laissé une trace indélébile dans le groupe. Quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est authentique, est éternel.
Et par conséquent, ce que Rav Asimov a fait, bien sûr que ça va perdurer. D'ailleurs, ces enfants sont là, et il y a fait Koach haben mikoach ha'av, la force des enfants est supérieure même à celle des parents. Et donc, bien évidemment, on espère et on a la certitude que cet esprit particulier du groupe continuera à exister jusqu'à la venue de Mashiach. L'esprit du groupe est toujours actuel, non seulement chez ceux qui l'ont vécu personnellement, mais comme je le disais, chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants, parce qu'il y a quelque chose dans cet esprit de convivialité, de responsabilité et de solidarité qui est toujours présent. Et par conséquent, je pense que cette dénomination que le Rabbi avait sur ce qui était le groupe des Balei Teshuvah de Rav Asimov, qui venait de Paris, qui était très souvent, d'origines diverses, mais qui se sont vite fait remarquer au 770, c'est-à-dire dans la synagogue du Rabbi, et qui est profondément attaché à la Marseillaise, puisque la Marseillaise a été donnée aux invités de France et qui sont venus chez le Rabbi à Simchat Torah. Mais je crois que c'est un petit peu aussi l'hymne du groupe, c'est-à-dire l'hymne de cette victoire, comme le Rabbi l'avait dit. Je vous donne un chant pour célébrer votre victoire sur le Yetzer Hara. Alors peut-être qu'aussi, parfois le Yetzer Hara vient gêner cet esprit du groupe, mais je pense que cet esprit du groupe est tout à fait vivace. Et qu'en tout cas, je ne sais pas si d'ailleurs il peut ne plus exister, je ne crois pas que ce soit possible. Cette vision porte en elle un message d'une extrême importance. C'est vrai que nous vivons dans une époque marquée par l'individualisme. C'est vrai aussi que la communauté Lubavitch en particulier, mais pratiquante plus généralement, est devenue bien plus nombreuse. C'est vrai que nous avons aujourd'hui des commodités pour la vie de tous les jours, la vie pratique, dont nous n'aurions même pas osé rêver. Mais tout cela finit par diluer ces liens qui semblaient pourtant indissolubles. Cela finit par écarter les gens les uns des autres par le fait des choses. Mais le message porté par le groupe est important. Cette solidarité est une conquête. La transformation des choses est une victoire. Et c'est ce message que nous devons retenir, même si les conditions ont fondamentalement changé. Notre vision est toujours la même. C'est un héritage éternel.